Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2022 et la Commission développement durable a le plaisir d'accueillir Julie Pégini et Philippe Bouquillon, qui sont des chercheurs français. Julie est anthropologue et Philippe est professeur des sciences de l'information et de la communication. Certains Mauriciens connaissent peut-être Julie parce qu'elle a publié un livre sur le multiculturalisme à Maurice et dont je recommande la lecture à absolument tout le monde. Un livre absolument passionnant et brûlant d'actualité. Julie et Philippe sont deux grands connaisseurs de notre pays et ils ont tous les deux travaillé sur des questions sociales et anthropologiques sur différents terrains mauriciens. Nous avons pour ce court entretien décidé d'évoquer la question des smart cities et notamment la question de la transformation que produisent les smart cities de notre territoire, qui produit également une transformation du lien social et de la société mauricienne elle-même. Et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Julie et Philippe afin d'en discuter très rapidement et surtout d'avoir leur regard de chercheurs, d'universitaires, mais qui est également un regard objectif et extérieur, peut-être que avec un recul que nous manquons peut-être parfois nous-mêmes. Donc Philippe et Julie, soyez les bienvenus et merci de votre présence. Alors, nous avons organisé ce Zoom en trois catégories, Johanna, Daniela, moi-même et peut-être Nabil qui nous rejoindra. Nous vous poserons des questions très succinctes et très directes. Et nous attendrons aussi des réponses très directes, s'il vous plaît, parce que ce Zoom est vraiment destiné au plus grand nombre, pour qu'on puisse faire émerger certains points de vue et un regard, encore une fois, très rapide, mais que nous n'avons pas forcément ici sur la question des Smart Cities. Donc, Johanna, je te laisse la parole. Merci Yarnash. Donc moi j'aimerais vous demander, selon vous, quel est l'impact environnemental et écologique des smart cities par rapport à l'urgence climatique? C'est-à-dire, est-ce que les smart cities peuvent participer activement à une redéfinition de l'espace et de l'environnement pour nous permettre de mieux nous préparer aux défis liés au changement climatique? Et dans un deuxième temps, est-ce que donc vous pensez que l'État mauricien doit imposer aux promoteurs de smart cities qui obtiennent des permis un cahier des charges type développement durable et une évaluation régulière de ce cahier des charges? Est-ce qu'il est respecté ou pas? Peut-être, Philippe, je me permets juste de dire un premier mot. Le premier mot, c'est de vous dire que Philippe et moi, nous sommes des chercheurs, donc nous ne pouvons pas nous substituer dans notre regard enfin, nous ne pouvons pas avoir un regard au plus juste parce que ça fait 3 ans que nous n'avons pu, hélas, effectuer de terrain, mais en tout cas, on va vous faire part de nos réflexions à partir de terrain menés jusqu'à 2019. On est très heureux de pouvoir partager ces réflexions parce que, comme vous l'avez dit, la question des smart cities à l'île Maurice nous paraît d'autant plus importante qu'elle va toucher le plus grand nombre, puisque à l'époque où nous avons travaillé, ça concernait plus de 2% du territoire mauricien, ce qui déjà est tout à fait immense. La question de savoir quels seront les impacts environnementaux des smart cities, elle est extrêmement liée à l'application ou non et au respect ou non par les opérateurs des smart cities de ce qu'ils signent en fait. C'est-à-dire, pour mettre en place les smart cities, on leur fait faire tout plein de documents pour montrer à quel point ils vont respecter les territoires, à quel point ils vont travailler dans des enjeux et des impacts de développement durable. La question, c'est le suivi de ce cahier des charges et c'est la capacité de ces acteurs à négocier financièrement avec tout cela. Et ni Philippe ni moi, pour l'instant, je crois, n'avons de réponse à cela, mais je vais laisser Philippe le dire. Par ailleurs, pour nous, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une continuité totale avec toute l'évolution de l'économie mauricienne dans ce projet de Smart City. On est parti des ARS, puis des PDS, puis vraiment de la vente de l'île dans l'immobilier. Donc, il y a une continuité entre l'évolution générale de l'île et ces projets de Smart City. Et donc, le poids du secteur financier là-dedans et la volonté de trouver des ressources pour l'île à l'international est extrêmement importante et elle paraît peut-être prioritaire face à tous les autres enjeux. Oui, pour ma part, je ne peux que confirmer ce que vient de dire Julie. J'avais été frappé lors des premiers terrains que nous avons faits par la faible présence des questions environnementales
dans les projets. Lorsqu'on interrogeait les responsables, certes, ce discours était à certains égards présent, mais on nous faisait clairement comprendre que l'enjeu n'était pas là, que de toute façon, il y avait des problèmes pour certains développements, puisque la dimension environnementale des smart cities, elle repose aussi beaucoup sur le numérique. Et il y avait, en tout cas, lorsque nous avons fait les premières campagnes de terrain, il y avait des problèmes d'infrastructure, voilà, un état général du développement du numérique qui faisait que eh bien, tous les services qui sont normalement au cœur des projets de Smart City avaient des difficultés à être implémentés hein, dans les projets mauriciens. Mais au-delà de ça, on n'avait pas le sentiment que c'était quelque chose de moteur pour les porteurs de projets, hein. C'était clairement des projets immobiliers. Et puis, il y a peut-être une seconde chose à dire qui ne concerne pas que Maurice, qui est plus générale, c'est que les Smart Cities en général se présentent comme étant des exemples hein, d'espaces urbains idéaux pour la préservation de l'environnement. Et ça mérite vraiment d'être discuté, y compris pour les projets qui incluent tous les apports du numérique hein, qui vont permettre de réguler les systèmes d'adduction d'eau, les systèmes de production d'énergie, de gestion des déchets, etc. Hein, parce que l'impact environnemental de ces technologies numériques voilà, n'est que rarement étudié et réellement documenté. Donc, il faut être, je pense, un peu méfiant vis-à-vis de cette prétention en général hein, des Smart Cities à défendre des projets d'environnement durable. Et ce que dit Philippe est d'autant plus important que dès le départ, tout le discours autour des smart cities à l'île Maurice était articulé autour des TIC, hein, comme au cœur du développement de l'île, et ainsi toutes les contradictions nous ont toujours semblé résolues de cette manière politiquement. Et ça on a immédiatement été très intéressé par cet aspect-là du point de vue de la recherche, c'est-à-dire on sait qu'il y a un vrai déclin des villes à Maurice hein, et une vraie paupérisation de certains endroits à Maurice. Et c'est comme s'il n'y avait, en fait, entre ce déclin des villes anciennes, il n'est pas présenté, il est quasiment nié. Et c'est comme si les smart cities devraient concourir au renouveau de ces villes-là. Et on fait totalement l'impasse sur la question de la concurrence du point de vue des ressources disponibles entre ces deux types d'espaces urbains. Et ça nous a semblé avec Philippe très, très important de le mentionner. Alors, il y a des smart cities qui étaient différentes. Par exemple, à Moka, il y avait une intégration plus intéressante et plus pensée sur le territoire, une volonté de penser en termes de transport, etc. Mais il y a des smart cities où cette représentation heureuse d'éthique était complètement au cœur des choses et il nous a semblé créer vraiment problème, comme l'a expliqué Philippe, avec en plus une force du lobbying du secteur de la construction, hein, que vous connaissez mieux que nous, mais qui, pareil, nous semblait tout à fait préoccupant. Ok, je vous remercie. Johanna, tu aurais un rebond à faire dessus, sur tout ce qui a été dit? Oui, non, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de nous partager. Mais du coup, est-ce que par rapport au développement durable lui-même, est-ce que il n'y aurait pas un rôle qui devrait être joué de manière plus consistante par l'État mauricien lui-même pour que les critères de développement durable soient bien respectés par ces promoteurs-là? Je ne sais pas si ma question est claire. Votre question est très claire. Philippe, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Dis-moi. Tu peux commencer, Julie, vas-y. Très bien. Votre question, elle est très claire. À l'époque, c'était vraiment très, très, très clair que je ne sais pas, Johanna, dans votre question, il y a beaucoup, beaucoup de choses parce que le développement durable à Maurice est un sujet tellement important pour une petite île qui a une économie qui dépend autant de l'étranger et on venait de connaître, comme nous tous, la Covid, il y a eu la marée noire, il y a eu tant d'enjeux importants qui pèsent. Bien sûr, c'est des questions que les smart cities ne peuvent absolument pas résoudre, vous vous en doutez. Par contre, la vraie question, c'est dans quelle mesure la manière dont les smart cities vont répondre à un cahier des charges à cet endroit est illusoire ou est réel. Et nous n'avons pas la réponse, je crois, avec Philippe, c'est-à-dire, je pense que les smart cities travaillent en permanence avec des comités de villageois, avec des comités de représentants des habitants autour quand il y a contestation, etc. Mais ça crée des enclaves.
Et ces enclaves-là peuvent être extrêmement problématiques pour l'île. À partir du moment où vous créez des phénomènes d'enclave, les enjeux de développement durable, si elles ne concernent que cette enclave ou si ces enclaves-là vont faire que les régions autour vont du coup avoir des problèmes d'eau, des problèmes d'approvisionnement, etc., on va rentrer dans des désastres que vous connaissez déjà avec les hôtels qui sont déjà des enclaves, etc. Donc la vraie question, c'est comment les Smart Cities à l'île Maurice travaillent réellement avec les villes existantes et avec les endroits existants déjà et de l'île, qu'ils soient urbains ou non, pour ne pas devenir des enclaves de riches ou d'étrangers riches qui viendraient à l'île Maurice. Et ça, c'est une question à laquelle moi, je ne peux pas répondre, hélas. Qu'il y ait besoin d'encadrement étatique à cet endroit me paraît personnellement tout à fait évident. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Alors, oui, pour rebondir sur ce sur ce que Julie vient de dire, clairement, je pense que la politique de l'État mauricien était plutôt du côté, même si évidemment ce n'était pas présenté ainsi, hein, de la création de ces enclaves vues comme étant un modèle de développement économique. Hein, donc, je trouve votre question tout à fait pertinente. Il faudrait là un changement de vue sur le plan politique très fort. Ça serait absolument nécessaire. Cela étant dit, ça ne suffirait pas pour deux raisons. Et c'est là qu'on voit aussi la limite des capacités de l'État mauricien, comme de tous les États sur la planète, par rapport à cette thématique-là. La première raison est liée au fait que les technologies qui permettent le développement durable dans le cadre des Smart Cities supposent un niveau de développement élevé et complexe des technologies en matière de réseau, de capacité, en matière de déploiement de smartphones, d'applications, de tout un ensemble de technologies, de capitaux, voilà, qui ne sont pas présents partout, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, deuxième élément, le propre de la promesse des Smart Cities, c'est la décentralisation. C'est décentraliser auprès des usagers, auprès des habitants, un ensemble de tâches. Hein. Par exemple, on a sur son smartphone des capteurs qui permettent d'analyser le taux de pollution à tel ou tel endroit. Tout ça, ça peut être, ça va sur des bases d'informations voilà, qui nous informent qu'à tel lieu, il y a un problème de pollution, etc. Tout ça, ça suppose donc une appropriation par la population de ces technologies. Et ça, il y a pas beaucoup d'exemples hein, où ça se développe. Ce qu'on voit beaucoup plus, là je ne parle pas de Maurice, je parle de manière générale, c'est derrière ce discours de l'appropriation, en fait, des volontés de contrôle des populations par les données qui sont collectées sur les comportements et qui remontent. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à cette thématique des smart cities, parce que derrière, il y a aussi la thématique de la surveillance. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça repose sur une décentralisation, mais que fait-on avec cette décentralisation? Et là aussi, le rôle de l'État, on le retrouve. Absolument, c'est le dernier point que vous évoquez, Philippe, est absolument passionnant et rejoint ce que moi-même j'ai pu faire comme recherche dont Julie était sur mon jury de thèse. Et je trouve que cette question de la création des enclaves et des divisions sociales à travers division du capital, division du travail, etc., qu'elles sont capables de produire, est quelque chose qui doit absolument être questionné et du coup questionné politiquement. Ce qui me semble clair quand on vous entend parler tous les deux, c'est que par-delà le permis, par-delà les évaluations environnementales, etc., ce qui manque peut-être à Maurice, c'est vraiment une stratégie globale qui donnerait la direction économique et sociale aux Smart Cities. Et ça, effectivement, ça implique tout un ensemble de choses, comme le déploiement technologique, etc. Daniela avait quelques questions justement sur la dimension sociale, donc je lui laisse la parole. À toi, si je puis me permettre de compléter ta synthèse brillante, Avinash, il manque peut-être aussi, il y a beaucoup de fantasmes autour d'éthique et de toutes ces notions, et il manque
une application et une réalisation au niveau des acteurs concrètes. C'est-à-dire, on n'a jamais vu avec Philippe les liens réels entre beaucoup de discours et beaucoup de réalisations. Discours tenus souvent par des gens très éduqués, des gens qui pouvaient tenir justement tous ces discours parce qu'ils étaient très informés des situations des smart cities en dehors de Maurice aussi. Mais on avait le sentiment qu'ils venaient réappliquer tous ces discours sans que réellement, au niveau local, il y ait politiquement concertation pour que ces discours trouvent une quelconque utilité et résonance. Merci. En fait, la question que je voulais poser a été répondue de manière, de différentes manières. Il y a des bouts de réponse. En gros, je me demandais, vous êtes des chercheurs, je connais le travail surtout de Julie. En quoi, en fait, faire des recherches sur les smart cities, en quoi ça nous permettrait de mieux comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la société mauricienne. Je parle de dynamique identitaire, enfin, les dynamiques qui sont à l'œuvre, sachant que les smart cities, c'est vrai, ce sont il y a cette tendance d'enclave, il y a cette nouvelle piste, en tout cas, qu'on vient d'évoquer là, avec cette société de surveillance. Donc, comment est-ce que l'étude de la spatialisation, de l'utilisation de l'espace nous donnerait un regard plus acute, comme on dit en anglais, sur les dynamiques de la société mauricienne, les dynamiques qui sont à l'œuvre dans cette société. Philippe, tu veux commencer pour changer peut-être? Oh non, là, c'est toi Je commence. Voilà, Je commence. Alors, d'abord, vous dire qu'on a eu le grand plaisir au tout départ avec Philippe, la première enquête. On a eu plusieurs enquêtes de la mener avec quelqu'un qui nous est très, très cher et qui est décédé cette année, l'an dernier, pardonnez-moi, en novembre dernier, qui s'appelle Catherine Servan-Schreiber, qui est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire sur un thème qui apparemment n'a rien à voir. C'est pour ça, Daniela, que je rebondis tout à fait à ta très belle question sur la musique chutney et le Sega Bollywood. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément sur le monde Bhojpuri en Inde, sur voilà, et donc qui a fait un travail extraordinaire à Maurice sur la musique mauricienne. Et je dis ça parce que entre elle qui a travaillé là-dessus, moi qui a travaillé sur le multiculturalisme, comme l'a rappelé Avinash, et les arts, vraiment c'est les artistes au cœur de la société mauricienne qui m'ont intéressée. Tu le sais très bien, Daniela, tu m'y as beaucoup aidé. Et Philippe, qui est un grand spécialiste, vraiment au niveau européen de la question des industries culturelles et créatives. On peut se demander qu'est-ce que tous les trois on est venus faire à Maurice ensemble sur ce thème. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est le fait d'être ensemble qui nous a vraiment conduit à se dire, alors comment renouveler une recherche, comment travailler ensemble et trouver dans cette question-là, qui au départ peut paraître très technique, très spatiale, comme tu l'as dit, très géographique, un vrai intérêt anthropologique pour l'île Maurice. Et en fait, il y a des questions cruciales qui sont posées par les Smart Cities aujourd'hui. Il y a des questions qui sont évidemment d'ordre sociétal, parce que qu'est-ce que c'est que ce vivre ensemble qu'on va pouvoir inventer là? Qu'est-ce que c'est que de continuer éventuellement ce travail, de travailler avec des petits comités pour que les pêcheurs ne soient pas trop insatisfaits, pour que telle communauté le soit moins, pour que, etc., pour que la destruction d'un temple là soit compensée? Est-ce qu'on continue d'une certaine manière à travailler de cette manière-là, c'est-à-dire avec des petites négociations qui ne sont encore une fois pas des visions du vivre ensemble, ou comment on réinvente un vrai vivre ensemble où il n'y a pas enclave? Ça, c'est une question fondamentale que les Smart Cities nous ont fait immédiatement nous poser et qui est, je crois, fondamentale au niveau de l'île Maurice. Autre type de question, c'est évidemment la question de la culturisation de cette société. C'est-à-dire, il est en permanence brandi que les industries culturelles et créatives, dont Philippe est le spécialiste, il y reviendra, peuvent avoir une place au sein de ces Smart Cities. Donc, la culture
Et là, il y a une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que c'est un phénomène de marketing? Est-ce qu'on est en train de rebrander la question de Maurice en la marketisant une fois de plus, ce qui évidemment n'irait pas dans le sens d'un mieux-être pour la culture mauricienne, ou est-ce qu'au contraire, il y a une réelle envie par les acteurs de créer des situations économiques qui permettent aux artistes et aux artisans et à tant d'autres d'occuper une réelle place au sein de cette nouvelle vision de l'île? Ça, c'est une deuxième question qui nous a semblé très, très importante, très prioritaire. La troisième question, c'est qu'évidemment, on ne peut pas penser à Maurice au Smart City sans penser à toutes les poches urbaines qui vont très mal à l'île Maurice. Et donc, il y a une réelle question de comprendre comment il y a concurrence en réalité entre ces types d'espaces et comment, entre ces types d'espaces, on va articuler ou pas ces questions-là au niveau politique. Il y a tellement d'autres choses, Daniela, mais je voudrais que Philippe parle. Oui, ben, je ne peux que, bon, une troisième fois, que confirmer mon complet accord avec ce que vient de dire Julie. En fait, on a été frappé par une sorte de contraste en arrivant à Maurice et au fur et à mesure que nous développions nos recherches. C'est que les projets de Smart City semblaient très mal menés. On avait le sentiment finalement que c'était une étiquette qui était à la mode à l'époque, qu'on plaquait sur des projets urbains qui avaient tout et fonciers, qui avaient une très longue histoire. En cela, d'ailleurs, dans cette logique un peu d'étiquetage, la situation de Maurice n'est pas spécifique à beaucoup d'autres endroits dans le monde où on accole cette appellation Smart City sur des réalités préexistantes. Et dans le même temps, face à ces projets plus ou moins bien ficelés, on avait le sentiment que c'était une sorte de livre ouvert nous permettant de lire l'histoire mauricienne et l'histoire aussi en train de se construire aujourd'hui. Et il y a les questions qui vivent que vient d'évoquer Julie. Je rajouterai peut-être une autre qui est celle du rapport au capitalisme et le rapport finalement à des intérêts chinois, indiens, sud-africains, européens, des groupes aussi dans le domaine des télécommunications. On l'a bien vu avec l'intervention de différents acteurs chinois, et puis bien évidemment tout le secteur de la construction, les anciennes industries sucrières aussi reconverties. Voilà, donc c'était finalement au cœur d'une recomposition qui se cherchait, qui n'était pas très claire du capitalisme à Maurice. Et ça nous a semblé vraiment très, très intéressant, beaucoup plus que les projets eux-mêmes qui étaient balbutiants souvent, mais qui derrière voilà, recélaient des enjeux absolument fondamentaux. Et peut-être on peut juste rappeler que dans les Smart Cities, les promoteurs, ils développent un ensemble différencié de services. Donc, c'est ça qui nous a, au départ, fait envisager toutes ces questions et les élargir à cet enjeu du capitalisme dont parle Philippe, parce qu'il y a cette question de quel est le mode de valorisation des Smart Cities, en fait, derrière tous ces enjeux. Pour l'instant, ce mode de valorisation, je parle sous ton contrôle, Philippe, c'est vraiment de proposer cet ensemble différencié de services, que ce soit des universités pour accueillir des étudiants africains, l'accueil de riches étrangers qui vont payer moins d'impôts, l'accueil de seniors, de retraités, des lieux consacrés au consumérisme, événementiel, sportif, culturel, etc. Donc, il y avait une vraie question de quelles étaient les transactions, en fait, aussi, qui étaient menées avec tous ces partenaires internationaux et quelles étaient les transactions qui étaient menées aussi entre le public et le privé à l'île Maurice. Voilà. Et il y a peut-être une dernière question, Philippe, qui avait tellement tenu à cœur à Catherine, qui était, je crois que Daniela, tu vas la saisir immédiatement, c'était de se demander qu'est-ce qui est rejoué là, dans ce modèle-là, par rapport au modèle de la plantation. Puisqu'on sait que ces reconversions, quand elles sont arrivées, c'était porté par le Board of Investment, c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, et qu'à ce moment-là, c'est vraiment les grands groupes sucriers, notamment en premier lieu, même si, comme vous l'avez dit, désormais, avec les 13 projets de Smart Cities, il y a des ouvertures vers d'autres endroits, les Chinois, etc. Mais au départ, il y avait cette idée de reconversion des terres sucrières. Et donc, il y a tout un enjeu évidemment, qu'on aimerait bien aussi comprendre de cette longue histoire mauricienne du capitalisme. Oui, juste pour peut-être ajouter un point sur la question des groupes sucriers,
un responsable d'un des plus grands groupes sucriers, enfin anciennement sucriers mauriciens, nous confiait qu'il y a eu des concertations avec des homologues venus des Antilles et du Brésil, et que ses collègues étrangers leur avaient dit qu'eux avaient développé des projets de Smart City. Et ça avait, voilà, cette idée leur avait plu. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y avait des connexions avec des acteurs capitalistes étrangers qui avaient aussi des terres anciennement sucrières à reconvertir, qui ne rapportaient plus avec le sucre. Et voilà. Et cette tension que vient de décrire Julie, entre d'un côté la simple exploitation foncière, on bâtit et on loue, on vend des terrains, des logements, voilà, des immeubles, ou autre aspect de la tension, on crée différents services éducatifs, culturels, cinématographiques, avec là des projets un peu pharaoniques voilà, qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et bien évidemment, les deux se tiennent parce que ces services permettent aussi de faire monter la valeur du foncier. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Et de voir aussi hein, les alliances avec des acteurs étrangers. Et notamment, ce qui m'a le plus frappé, c'est le rapport aux acteurs chinois qui arrivent avec des propositions en matière technologique. Et j'avais été étonné à l'époque, hein, c'était il y a 3 ans ou il y a 4 ans, donc ça a sans doute changé, par le peu de sensibilité des responsables aux questions de data, de traitement algorithmique, de propriété des data. Voilà. Alors là, j'en parle vraiment avec une énorme prudence. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, mais à l'époque, c'était très palpable. Euh, voilà, une certaine méconnaissance de ces problématiques qu'on voit à Maurice, mais qu'on voit aussi de la part de décideurs économiques ou politiques dans de nombreux autres endroits du monde. Hein. Ce sont des questions complexes et souvent les décideurs ne les comprennent pas. Et les décideurs qui ne sont pas du domaine technologique ne les comprennent pas. Merci beaucoup Philippe et Julie. Je rebondis très rapidement sur ce que vous avez dit parce que moi, dès le départ, c'est la problématique qui moi m'a intéressé, c'est-à-dire comment est-ce qu'à travers les smart cities, nous voyons vraiment une histoire du capital et de l'aménagement du territoire, du vécu de la société mauricienne se déployer. Et je fais tout le temps référence à ce film parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il le montre, il le met en image, qui est le film L'ombre à Scan de David Constantin, qui nous plonge dans ce milieu de la plantation sucrière, mais le milieu de la plantation sucrière en tant qu'elle est en état de décomposition. Et il nous montre aussi la recomposition de ces terres avec les grands projets, les vastes projets immobiliers qui prennent la place des champs de canne. Et de manière plus large, j'ai moi l'impression que nous voyons à Maurice, en fait, et à une vitesse extraordinaire, se jouer quelque chose qui se joue à l'échelle du monde, qui est vraiment un changement de monde, un basculement total dans ce 21e siècle, qui sera sous le signe des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de ce que certains n'hésitent pas à appeler le capitalisme cognitif. Et effectivement, il y a là des questions extrêmement profondes en fait à poser, hein, que ce soit du point de vue des chercheurs, des universitaires, que du point de vue des politiques. Et effectivement, nous ne voyons pas aujourd'hui à Maurice, notamment dans la sphère politique, ces questions être posées. L'impression que moi j'ai, c'est que nous restons sur ce vieux modèle de croire que plus on va investir dans du béton, plus on va bétonner, plus on va produire des points de croissance, qui a été prouvé et éprouvé à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000. Mais là, et surtout au sortir de la Covid, on sent bien en fait qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a shifté. Et nous ne le comprenons pas encore tout à fait. Et effectivement, quand on voit les permis être donnés aussi rapidement à des smart cities, la question se pose, est-ce que, sous une certaine compréhension que peuvent avoir les gouvernants de ce qu'est l'aménagement du territoire, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'ouvrir la porte à des choses qu'ils ne comprennent pas? D'où notre volonté, nous, d'essayer de lancer un petit peu ce débat-là. Et voilà, quoi. Daniela, tu aurais encore une question ou Ça va, mais dans tous les cas, je suis très contente qu'il y aura des personnes qui vont regarder cette vidéo et aussi de comprendre que quand on parle d'environnement, quand on parle du respect de l'environnement, quand on parle de projets qui ont un impact sur l'environnement, ben,
il y a tellement, c'est comme un zourite, c'est comme avec des tentacules et des pattes qui vont toucher le cœur même de cette société qui se cherche encore. Donc, en tout cas, merci pour ce temps, merci pour ce partage. Merci infiniment. Moi, je suis très touchée que tu reparles du film de David Constantin. Je pense qu'il y a aussi Bénarès de Marlène Payamoutou. Je pense que ces deux films sont des bijoux parce qu'en fait, ils nous replongent dans une nostalgie profonde. Et je te rejoins, Avinash, cette nostalgie, elle est réelle parce qu'on sent que les changements sont irréparables, enfin, que le processus est là en cours et qu'il est très important que la société civile mauricienne, avec les acteurs de ces Smart Cities, qui sont des gens informés, qui sont des gens qui justement essaient d'y réfléchir, à mon avis, et tous les partis politiques, que ce ne soit pas un enjeu qui soit justement un enjeu politique au sens mauricien du terme, j'ai envie de dire, hein, pour plaisanter un peu avec vous, mais que ce soit un très bel enjeu de société, parce que le dernier sujet que vous reliez avec Philippe sur les enjeux des données est évidemment au cœur de problèmes graves qui peuvent arriver bien plus vite que ce qu'on peut imaginer, et c'est un problème qui est au cœur de notre capitalisme cognitif, en effet. Merci en tout cas 1000 fois, Avinash, d'avoir proposé ces mots-là, et merci à Johanna et à Daniela, vraiment beaucoup de ce beau dialogue. Merci beaucoup. À vous de ces questions extrêmement pertinentes et extrêmement importantes. Non, mais merci surtout à vous, Philippe et Julie, pour vos réponses extrêmement pertinentes et importantes. J'espère que ce premier entretien sera justement cela, un premier entretien, et qu'ensemble, si vous le voulez bien, à l'avenir, nous pourrons discuter et approfondir un petit peu plus les choses. Parce que clairement, je le redis en conclusion de cet entretien, je reste plus que jamais convaincu, et nous le sommes tous, hein, Johanna, Daniela, Nabil, tous ces jeunes comme nous qui se sont engagés en politique, dans un parti politique, et qui veulent faire bouger les choses. Nous sommes entièrement saisis de deux choses. La première chose, c'est que notre pays se transforme à une vitesse qui devient incontrôlable, et qu'il y a énormément de phénomènes économiques, sociaux et technologiques que nous avons nous-mêmes du mal à saisir et comprendre. D'où le recours vers des chercheurs, vers des gens qui y ont réfléchi. Et la deuxième chose, c'est que nous avons également là beaucoup de matière, en fait, hein, pour de la construction politique, pour la construction de propositions politiques qui sauront venir contrer, ou du moins résister à certaines de ces transformations, et dans le meilleur des mondes, en faire des transformations positives pour tout le pays. Par exemple, moi, je vais conclure dessus, un enjeu que je trouve extrêmement sérieux, c'est cette division dont vous parliez, Philippe et Julie, entre d'un côté les Smart Cities, qui occupent sur le territoire mauricien des zones plutôt touristiques, plutôt agréables à vivre. Certaines personnes n'hésitent pas à utiliser le terme des petites Monaco. Et parallèlement à ça, le vécu de l'immense majorité des Mauriciens dans d'autres types d'enclaves. Moi, j'ai été candidat à la numéro 17 à Cœur-Pipe, je vois ce que peut-être ressembler à d'autres types d'enclaves à Maurice. Et la question du désenclavement est pour moi une question absolument centrale de ce pays qui est construit dès le départ sur des enclaves de riches, des enclaves de pauvres, et venir casser ces frontières relève aujourd'hui d'un véritable défi politique qui passe par la question de l'environnement, de l'écologie, du social, des institutions, de l'espace public, de la culture, et comme vous l'avez si bien dit, du vivre ensemble. Hein. Plus que jamais, il nous faut inventer un autre vivre ensemble. Donc vraiment merci beaucoup à vous deux, et en vous souhaitant un bon week-end parisien. Il s'annonce plutôt radieux chez nous à Maurice, et à très bientôt. Merci beaucoup.